Alors cette semaine, on va devoir jongler entre missiles et taux directeur, vous avez compris. D'un côté, il y a Netanyahou qui joue au paintball, de l'autre côté, il y a Jérôme Powell qui est assis tel le penseur de Rodin à se demander s'il doit baisser les taux ou s'il doit attendre que ça parte en vrille pour baisser les taux ou s'il doit attendre pour monter les taux. Et au milieu de tout ça, on a le détroit d'Ormuz, 33 km de large par laquelle transite un cinquième du pétrole mondial. Autant dire que si ça coince là-bas dedans, on passe directement de marché hésitant à panique mondiale avec option pétrole à 150 $. Bref, entre la Fed qui marche sur des œufs et le Moyen-Orient qui sent le kérosène, eh bien on est parti pour une semaine sous haute tension et ça ne fait que commencer puisque nous sommes uniquement lundi matin. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 16 juin 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Commençons tout d'abord par le chapitre de la guerre. Alors, j'y connais pas grand-chose sur le sujet, je vous préviens, mais pour le moment, tout semble plutôt bien se dérouler à l'heure actuelle. Et quand je dis bien se dérouler, c'est juste pour dire que les deux camps se contentent de se parler par missiles interposés et qu'il n'y a, pour le moment, pas d'escalade et que les Ricains ne s'en mêlent toujours pas, pour l'instant. À l'heure actuelle, les Israéliens visent des sites militaires et les Iraniens visent des civils, c'est en tous les cas ce que les médias nous rapportent. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Trump essaye de se transformer en colombe de la paix et tente d'encourager les deux parties à trouver un moyen de limiter la casse, de sortir du conflit, comme il l'a fait pour l'Inde et le Pakistan selon lui. Mais pour le moment, au vu de ce qu'on entend, ça ne donne pas l'impression que Benjamin Netanyahou veut aller dans cette direction. Du côté des marchés financiers, on dirait que le premier choc est digéré, et comme on en a parlé dans la vidéo de ce week-end, le Swiss Bliss de samedi, on a tous compris que ça finit toujours par remonter après le conflit. On sera de toute façon plus haut, et si ça se trouve, dans une semaine, on sera même au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, tellement on a l'air de relativement bien réagir. Pour autant qu'il y ait un après et pour autant qu'il n'y ait pas d'escalade. En tout cas, dans l'immédiat, le gros problème qu'il va falloir gérer, c'est le problème du détroit d'Ormuz, parce que selon ceux qui savent et qui disent sur CNBC, c'est ça qui pourrait faire péter le baril à 120 $. En tous les cas, les gars de chez JP Morgan qui est connu pour bien aimer balancer des scénarios catastrophes quand ça leur chante, eh ben, eux, ils le pensent sérieusement et pourront rajouter une couche. En plus de ça, ils imaginent même voir l'inflation repartir à 5% en cas d'escalade. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre en ce moment, bien sûr, hein, surtout si on s'appelle Jérôme Powell, et pas que Powell, parce que j'ai cru lire quelque part que Madame Lagarde pensait que c'était parfaitement gérable de maintenir l'inflation à 2%. On en reparlera quand le baril sera à 150 $. Mais attention, pour l'instant, ce n'est que du stress anticipé. N'oubliez pas que les marchés ont souvent cette capacité inouïe à paniquer pour pas grand-chose et puis à tout oublier 24 heures plus tard. D'ailleurs, ce matin, quand vous regardez les futurs, ils sont déjà en hausse. L'Asie est en hausse et le pétrole n'a pas l'air de paniquer plus que ça. Néanmoins, le combo est parfait pour le moment, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre très très vite, le pétrole qui monte, les tensions géopolitiques, l'inflation qui guette, bref, vous avez compris, c'est un cocktail parfait pour une petite semaine avec plein de banques centrales un peu partout dans le monde. Alors oui, maintenant, si l'Iran décidait de bloquer le détroit d'Ormuz à coup de mines flottantes, en théorie, il y aurait des pompiers potentiels. Faut aussi le dire. L'OPEP pourrait bien sûr compenser une partie des barils qui n'arriveraient pas à bon port. Les USA rouvriraient probablement leurs réserves stratégiques. Et puis sans oublier que l'Iran, malgré sa rhétorique habituelle, n'a jamais vraiment bloqué le détroit. Ils sont pas complètement stupides non plus, vu que leurs clients, c'est surtout la Chine, l'Inde et le Japon. Ils n'ont pas trop envie de les froisser. Néanmoins, ce détroit, c'est le goulot d'étranglement énergétique de la planète. Un bateau sur 5 qui transporte du pétrole passe par là. On parle même de 20 millions de barils par jour et surtout de la moitié du pétrole exporté par les pays du Golfe. Alors, si on ferme le détroit d'Ormuz, on coupe le robinet de l'énergie mondiale. En tout cas, d'un bon cinquième. Alors, c'est pas juste une mauvaise nouvelle pour Total et Exxon, c'est carrément un séisme global dans le secteur énergétique. Imaginez ne serait-ce qu'un instant, étape numéro 1, l'Iran balance des mines ou des drones marins dans le détroit, résultat, plus personne ne veut passer, les primes d'assurance pour les navires explosent et les flux de pétrole s'arrêtent quasiment net dans la région. Étape 2, riposte militaire évidemment quasi immédiate, les États-Unis qui ont la 5e flotte juste dans le coin ne vont pas regarder ça en mangeant des pop-corn et en tant que spectateur, réplique, frappe ciblée et hop, on passe du conflit régional à la crise géostratégique mondiale
avec les Américains qui se sont mis les pieds dedans. Étape numéro 3, le pétrole flambe, il a déjà d'ailleurs commencé à flamber, 120 $ le baril peut-être, même 150 selon les plus pessimistes. Et là, l'inflation inévitablement fait un comeback de folie, les banques centrales paniquent, la Fed oublie toute idée de baisse des taux, voire même pense à les monter. Et l'Europe, qui serait déjà KO à cause de l'énergie, prendra un double effet qui se coule en pleine tête. Pour l'instant, le baril est volatile. Si vous regardez le chart, jeudi dernier, on clôture à 69 $ et des poussières. Vendredi, on fait un top intraday à 77,62. Et dimanche soir, le WTI a été de retour à 71,29, plus ou moins là où il se trade ce matin. Ça reste quand même du sport extrême. Il n'y a pas d'autre qualification pour ce qu'on vit sur le baril. On n'a donc pas fini de rire sur les marchés des matières premières, en tout cas, tant qu'on s'échange des noms d'oiseaux au Moyen-Orient. Mais revenons quand même à nos étapes 4. Les marchés plongent. Bien sûr, les valeurs de croissance s'effondrent, les défensives résistent, montent un peu, l'or s'envole, le dollar devient la dernière planche de salut, avec le franc suisse bien sûr, et les value stocks se lèvent de leur lit après des années de coma. Et puis en étape 5, la Chine et l'Inde commencent à hurler. Alors pourquoi est-ce que la Chine et l'Inde vont commencer à hurler? Tout simplement parce que c'est surtout leur pétrolier qui passe par là. Et pour eux, un pétrole à 120 ou 150 $, ça veut dire croissance qui cale, déjà que c'est pas terrible en ce moment. Et puis des usines qui ferment et inévitablement des tensions sociales qui arrivent. Ça commence furieusement à ressembler à une guerre mondiale, mais une guerre mondiale économique. Reste juste à voir si l'Iran va le faire et s'ils sont capables de le faire. Et franchement, ça paraît quand même peu probable. Peu probable parce que ça leur coûterait cher, voire très cher. Tout d'abord, ce serait un acte de guerre pur et simple qui isolerait totalement le pays cette fois. Ensuite, leurs clients principaux sont en Asie, donc ils ne vont pas non plus couper leur propre business. Et pour terminer, ils savent très bien que l'armée US n'attend que ça pour leur rentrer dans le lard. Ça fait depuis la crise des otages de 79 que les Américains attendent une bonne occasion pour mettre la pâtée au mola. Alors Trump a beau ne pas être un va-t-en-guerre du style Obama, mais il faut quand même pas le pousser trop loin ni trop fort. Mais attention néanmoins, un verrouillage temporaire, même juste de 24 heures, pourrait suffire à mettre le feu aux poudres du baril bien sûr. Les marchés réagissent plus aux titres de la presse qu'aux faits. Il suffit qu'un missile bien placé, d'un tanker touché ou d'une rumeur de mine flottante, et on sera parti sur un rallye pétrolier assez spectaculaire et probablement une petite panique supplémentaire sur les indices. Mais encore une fois, rassurez-vous, de toute façon, à la fin, et c'est le bull market qui gagne. En résumé, voici ce qu'il faudra retenir pour ces prochains jours. Hormuz, c'est le talon d'Achille de l'économie mondiale. Le verrouiller, c'est couper l'arrivée d'essence du moteur de l'économie. Les marchés y pensent tout le temps. Et l'Iran, même s'il menace souvent, sait que la punition derrière serait brutale. Ce qui nous amène assez logiquement à l'autre axe principal de la semaine, la Fed. Jérôme Powell et Trump qui va lui hurler dessus. Le traité de Toulet a exigé une baisse des taux de 1000%. Petit rappel de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Tout d'abord, on ne sait plus trop quoi penser des droits de douane, s'ils sont inflationnistes ou pas. Les économistes ne cessent de nous repousser la date à laquelle nous allons vraiment sentir la chose dans nos dépenses de tous les jours. Mais pour l'instant, force est de constater que l'impact semble gérable. Les chiffres de l'inflation qui sont sortis récemment montrent tous un léger recul, c'est le cas du dernier PCE, ou alors une légère hausse, mais moins forte que ce qu'attendaient les économistes. C'est ce qui s'est passé sur le CPI et le PPI la semaine dernière. Du côté de l'emploi et de la croissance, les données montrent que l'emploi se porte bien, même si certains doutent un petit peu de ce qu'ils nous publient comme chiffres, certains dont je fais partie. On estime même quand même que certains chiffres sont un peu trop beaux pour être honnête et qu'on a tendance à vouloir cacher la merde au chat, histoire que l'électeur américain ne se sente pas trop en danger sur ces prochains temps. Et d'ailleurs, ils l'ont encore prouvé, puisque les chiffres de la confiance du consommateur la semaine dernière étaient plutôt encourageants, comme quoi on a bien réussi à leur faire croire que tout allait bien. Dans cet environnement, la tâche de Powell ne sera évidemment pas simple. D'abord, le patron de la Fed a le cul entre deux chaises. S'il baisse les taux trop vite et que les droits de douane, en conjonction avec une hausse du baril, nous tombent dessus, on sera parti pour une période de surinflation qui ne sera pas piquée des verres et qui sera surtout difficilement récupérable. La raison devrait être de laisser les taux au niveau où on est actuellement et d'attendre de voir comment ça va se dérouler, et c'est probablement ce que Powell va faire mercredi. Mais de l'autre côté, Powell a son patron sur le dos qui lui ne cesse de lui demander de baisser les taux de 100 BP, soit 1% d'un coup d'un seul. Et Trump commence à être assez vindicatif sur le sujet puisqu'il accuse ouvertement Powell d'être plus ou moins l'ennemi de la nation. Et même si t'es le chef de la Fed, parfois ça va pas être facile à vivre sous la menace et les insultes permanentes du président qui a déjà quasiment annoncé qu'il a déjà annoncé le successeur de Powell, chose qui n'est pas arrivée
aussitôt dans le rythme électoral ces dernières années. Et cet état de fait va indubitablement peser dans la balance, ne serait-ce que la balance psychologique de Jérôme Powell. Les marchés ont largement anticipé l'immobilisme de la Fed cette semaine, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer entre les discours de la Fed et les tweets de l'oncle Donald. En conclusion de tout ça, la semaine commence donc dans la gestion de la crise militaire ainsi que dans l'attente du verdict de la Fed qui sera annoncé mercredi soir. D'ici là, la tension devrait rester maximale, même si les marchés ont déjà anticipé une bonne partie de ce qui se passe, et sans escalade militaire, les choses devraient être gérables. Et puis, il y a un sujet dont on parle que très peu, ou en tout cas beaucoup moins depuis 3 jours, c'est les droits de douane avec la Chine et aussi avec le reste du monde. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste au moment où Netanyahou a décidé d'aller jouer au tir au pigeon, Trump avait annoncé qu'il allait envoyer une lettre de la dernière chance à ceux qui ne négociaient pas assez vite à son goût, et que dans ces lettres parfumées à l'arsenic, il allait leur proposer un deal à prendre ou à laisser. Et puis au passage, la Chine n'a toujours pas validé le super deal de Londres de la semaine dernière. En tous les cas, pas vraiment, si on en croit les médias. Donc ce lundi matin, les marchés asiatiques se sont réveillés comme s'ils sortaient d'un coma artificiel. Là, tout de suite, rien ne bouge, ou à peine, pendant que tout le monde regarde Israël et l'Iran se balancer des missiles. L'appétit pour le risque est parti en vacances pour le moment. Ajoutez à ça un agenda chargé au niveau des banques centrales cette semaine, puisqu'au-delà de la Fed, il y aura la BOJ, la BNS, la Banque d'Angleterre et même la Banque centrale chinoise. Et on aura donc le cocktail parfait pour que tout le monde préfère rester sur la touche. Et du côté de la Chine, eh bien, elle fait du surplace. L'industrie produit moins que prévu, mais les ventes au détail explosent. Résultat, les mecs ne savent plus quoi penser. Et si on ajoute à ça une guerre commerciale US-Chine et un risque de pénurie sur les terres rares et une tendance déflationniste qui colle au basque, c'est un peu confus et incertain. Et nous, dans les marchés, on n'aime pas trop quand c'est confus et incertain. Et puis du côté du Japon, eh bien, on semble presque euphorique par rapport au reste en ce début de semaine. Le Nikkei est en hausse de 1% avant la décision de la BOJ. A priori, ils vont rien faire mardi, mais attention, tout le monde commence à croire à une hausse des taux en juillet parce que l'inflation s'installe et que les salaires montent. Bref, même au pays des sushis, la fête du yen pas cher pourrait bientôt être terminée. Et en résumé, entre les missiles du Moyen-Orient, les banques centrales qui préparent leurs petites bombes monétaires et les données économiques en mode pile ou face, les marchés font du surplace, mais le stress est bien là, planqué, juste sous la surface. Et puis, pour ce lundi matin, rappelons quand même qu'on aura le PPI en Suisse, le niveau des salaires en Europe, le rapport de l'OPEP et le New York Empire State Manufacturing Index. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien sûr, on se revoit demain exactement au même endroit. Peut-être pas si tôt, mais un petit peu plus tard. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.